Bonjour à tous. Le conseil départemental de la Vendée est heureux de vous accueillir ici au logis de la Chaboterie. Je vous informe d'ores et déjà que notre conférence sera suivie d'une cérémonie à 17h30 organisée par le Souvenir vendéen, dont je salue la présence du président Olivier Duboucheron parmi nous, à la chapelle du Petit Luc, au Luc-sur-Boulogne. Et nous rendrons un hommage tout particulier aux enfants, aux 110 enfants de moins de 8 ans, avec la contribution de l'artiste vendéen et metteur en scène Jacques Ravelot-Duparc, qui sera parmi nous. Je salue la présence parmi nous également d'un ancien conseiller départemental, Louis Guédon, qui nous fait l'honneur de sa présence, ancien député de Vendée, la présence de Jean-Daniel Ménard, également directeur de la culture, ainsi qu'Alain Gérard, qui s'est fait discret au fond de la salle, que je salue de sa présence amicale. Ne soyez pas surpris si, au cours de la conférence, vous entendez quelques coups de canon. Peut-être que c'est déjà le cas, parce que la séance a commencé. Nous avons derrière ce mur un escape game, donc un espace ludique dédié au personnage de Charette. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il faudra bien sûr venir redécouvrir les raisons de ces coups de canon. Mais en tous les cas, ne soyez pas surpris, ça ne fait pas partie de la conférence, mais c'est un peu dans le contexte. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir une universitaire, maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Elle est venue ici même il y a tout juste 3 ans, après la sortie de son ouvrage précédent, qui était « Les colonnes infernales, violence et guerre civile en Vendée militaire », qui était paru en 2015. Anne Roland-Boulestro en est à son 4e ouvrage. Le premier était Catlino, généralissime de l'armée vendéenne, Les notables des Mauges, communauté rurale et révolution, Les colonnes infernales, je viens d'en parler, et puis le tout dernier, Guerre et paix en Vendée militaire, 1794-1796. Les démonstrations d'Anne Roland-Boulestro sont toujours implacables. Cette période de la pacification est plutôt méconnue dans les contacts qui se nouent entre républicains et vendéens, et nous allons ainsi découvrir une méthode particulière de pacification. Je vous remercie d'accueillir Anne Roland-Boulestro. Elle sera heureuse de dédicacer ses ouvrages dans la boutique à la fin de la conférence. Nous accueillons la conférencière. Merci beaucoup. Merci à vous de venir partager avec moi une partie de mon étude sur la pacification. Merci à Monsieur Dumoulin de m'accueillir toujours chaleureusement au logis de la Chaboterie. Donc voilà, je me propose de traiter devant vous de quelques aspects de la pacification en Vendée militaire. Et évidemment, ce sera des morceaux choisis. Je ne peux pas traiter de l'ensemble du sujet, vous allez vite vous en rendre compte, donc j'espère que les questions seront l'occasion pour nous d'échanger sur ce sujet. Sans vouloir retracer ici l'histoire de la guerre de Vendée, rappelons qu'elle s'est déroulée entre mars 1793 et mars 1796. Succès des insurgés jusqu'à l'été 1793, suivi de leur repli, la misère de la vieille galère, des colonnes infernales, ce fut une guerre sans miséricorde, comme l'écrivait Victor Hugo, improprement identifiée à la Vendée, au département. Alors je vous ai présenté ici une carte classique. La guerre est un objet d'histoire récemment réinvesti par les historiens, tout particulièrement par les historiens de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Leurs études ont renouvelé des pans entiers de l'historiographie sur le quotidien des soldats, leur expérience combattante, leur, entre guillemets, psychologie. Mais les sorties de guerre restent le parent pauvre des enquêtes et des travaux. Comme l'écrit Jean-Pierre Bois, il est plus facile de parler de la guerre que de la paix. Les recherches sur la fin immédiate des conflits ont pourtant largement montré leur importance depuis celle entreprise en 2004 par Bruno Cabane notamment sur la Première Guerre mondiale. Depuis le XIVe siècle,
Pacifier suppose le rétablissement de la tranquillité publique. Souvent utilisé lors des révoltes contre l'autorité royale, au XVIe siècle notamment, le mot désigne une pratique étatique de la conciliation, combinant deux attitudes, la répression rigoureuse et la mansuétude. La pacification est donc une forme de conciliation qui passe consécutivement par la punition et le pardon. Un exemple, parmi d'autres, l'insurrection fiscale de 1548 dans l'Angoumois conduit ainsi Henri II à faire exécuter 130 personnes à Bordeaux et à ordonner le logement des gens de guerre dans la province insurgée. Parallèlement, il aménage les dispositions de la gabelle dans cette région précise. Première expérience poussée en histoire moderne, les paix du XVIe siècle sont tentées par la monarchie absolue de droit divin pour mettre fin au conflit entre protestants et catholiques. Bernard Barbiche a recensé 15 traités dits de pacification entre 1561 et 1598. La pacification est tout à la fois un chemin et un processus, lesquels, en théorie, doivent amener les combattants à négocier. Mais, selon le contexte, les pourparlers peuvent se rompre ou s'accélérer, ajoutant ainsi la confusion à une temporalité qui échappe en partie aux négociateurs eux-mêmes. La question du temps est pourtant centrale pour les protagonistes. Elle suppose un avenir possible, parfois fantasmé, mais aussi une rupture avec le passé tragique et douloureux. Nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la guerre de Vendée, c'est-à-dire 3 siècles après ces exemples du XVIe siècle. Au total, nous disposons sur cette question de sortie de guerre civile d'une documentation importante, certes, mais fragmentée. Un historien de la fin du XIXe siècle, Charles-Louis Chassin, y a bien consacré un ouvrage en 3 tomes intitulé « La pacification de la Vendée », mais il n'évoque pas les tractations à une échelle plus humaine. Savary est plus complet, ancien officier républicain stationné sur la rive droite puis la rive gauche de la Loire. Il rassemble des documents inédits qu'il publie en 1825 sous le titre de « Guerre des Vendéens et des Chouans ». Mais il s'intéresse surtout à la guerre de 1793 et aux colonnes infernales. Il ne cache pas son admiration pour les Mayenzais ni pour Hoche. Il réduit fortement la pacification à cette personnalité exceptionnelle, certes, mais il ne s'intéresse absolument pas aux modalités de la pacification sur le terrain. C'est surtout du côté des archives départementales de Maine-et-Loire, des archives de la Défense à Vincennes et des archives nationales qu'il faut se tourner pour avoir les comptes rendus des rencontres entre belligérants. J'ai compté plus de 1800 sources sur la pacification entre le printemps 1794 et celui de 1796. Et vous l'aurez compris, ce sont des archives émises par les autorités républicaines qui livrent ainsi une certaine idée de la Vendée, de la guerre qu'ils mènent et de la paix qu'ils doivent proposer. D'une certaine manière, dis-moi quelle paix tu écris, je te dirai quelle guerre tu as fait. L'intérêt de ces sources réside dans leur forme, toujours longue et circonstanciée, dans le contenu extrêmement détaillé des échanges établis avec les Vendéens, la variété de leurs auteurs également. Ce sont des citoyens qui sont officiellement chargés d'engager des pourparlers avec les Vendéens. Ils peuvent être placés sous une autorité républicaine, civile ou militaire. Ce peut être aussi des officiers républicains, dont l'un, François, a été nommé commandant en chef de la station sur la Loire. Ils émanent aussi de représentants du peuple. Ces républicains sont conscients que s'ils ont formellement gagné la guerre en Vendée, ils ne sont pas maîtres de tout le territoire insurgé et il leur reste à gagner la paix. Ils savent qu'il leur faut à la fois contenir les actes de vengeance et de rébellion, envisager la reconstruction de la société tout en réintégrant la Vendée militaire au territoire national. Cette histoire est jalonnée de bien des écueils. L'armée républicaine, celle-là même qui a mené les opérations des colonnes infernales, doit dorénavant s'adapter à une nouvelle politique et stratégie en Vendée. Rappelons que Turreau a été affecté à Belle-Île le 18 mai, puis rappelé à Paris le 14 juin 1794 où il est mis en prison.
Les bandes insurgées sont encore nombreuses, soutenues par une partie de la population qui reste globalement hostile à la République. Des réfugiés et des immigrés reviennent sur des terres délaissées parfois 3 voire 4 ans. La région est dévastée, l'économie perturbée, ses cadres sociaux déstructurés. Et pourtant, l'État doit redevenir arbitre. La pacification initiée par le pouvoir central est le signe d'un État indéniablement renforcé, capable de reprendre à son compte ce qu'on appelle le monopole du capital militaire et de faire passer le politique avant toute chose. Pierre Chaunu a été l'un des premiers historiens à établir ce lien entre pacification et étatisation sous les guerres de religion, par exemple, opposant catholiques et protestants. Mais la guerre de Vendée se distingue fortement du schéma du XVIe siècle. Si elle met bien 2 ennemis face à face, l'État est cette fois l'un des protagonistes du conflit. Il ne peut donc pas endosser la posture de l'arbitre tant que la guerre civile n'a pas vidé l'essentiel des querelles. On montrera comment la Vendée a été pensée par les républicains sur le terrain ou à la Convention nationale comme un laboratoire de pacification dès le printemps 1794. Nous verrons d'abord la chronologie heurtée et difficile de la pacification qui permet de renouer ou de nouer le dialogue par les textes de pacification. Puis, nous essaierons d'en mesurer certains effets sur la société. Alors, le premier point, les textes pacificateurs. En un an, entre mai 1794 et mai 1795, 4 textes sont écrits par les républicains. Ils rendent compte de l'évolution des projets pacificateurs. Mais dans le temps imparti, je n'en évoquerai que 2, le premier et le dernier, les moins connus par l'historiographie. Le premier est en quelque sorte le premier brouillon de la République sur la paix instaurée en Vendée. Le dernier marque le point final de la pacification. La République n'ira pas plus loin dans ses propositions. En mai 1794, d'abord, un arrêté du Comité de salut public ouvre la voie à une nouvelle politique en Vendée militaire. Adressé à l'armée de l'Ouest en mai 1794, comme je vous l'ai dit, il est signé par la majorité des membres du Comité de salut public, 8 sur 11. Lindet, Carnot, Couthon, Prieur, Barrère, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, Robespierre, Saint-Just, Jambon, Saint-André et Prieur de la Marne ne figurent pas parmi les signataires parce qu'ils sont tous 3 partis en mission loin de Paris. Jamais auparavant, le Comité de salut public ne s'était mobilisé à ce point sur une question concernant la Vendée. En cela, il y a déjà une rupture du cycle de la guerre. Il est ensuite transmis le 21 juin 1794 aux agents de la Commission d'agriculture et des arts pour le diffuser auprès de la population. Les dates des 21 mai et des 21 juin n'ont pas été choisies au hasard. Les autorités veulent frapper les esprits. La nouvelle politique de pacification commence précisément 4 mois après le lancement des colonnes infernales de Turreau, dont la date du 21 janvier, rappelant le jour anniversaire de la mort du roi, était déjà symbolique en soi. Les Vendéens, en majorité des ruraux, comme tous les Français, restent attachés au calendrier grégorien. Et ils n'ignorent pas que le 21 juin est le premier jour de l'été qui initie un cycle heureux dans les campagnes. Ces 2 dates sont significatives d'une rupture affichée avec le temps extraordinaire de la guerre. À l'image de l'alternance naturelle des saisons, le cycle de la pacification succéderait à celui de la guerre, interrompant 1 an et demi de terribles batailles. La Vendée militaire sortirait enfin du long hiver et des heures sombres de la guerre fratricide. Les 2 textes, du 21 juin et du 21 mai 1794, portent principalement sur 2 sujets. L'armée d'abord, la population vendéenne ensuite. 5 articles sur 20
concerne en premier lieu l'armée de l'Ouest, avec une injonction à rétablir la discipline militaire. L'autre versant, celui qui va m'arrêter un peu plus, concerne les Vendéens. Il s'agit de désarmer, je cite, les chefs de famille de l'Ouest. Nul doute que les Vendéens, même soucieux de retrouver la paix, ne vont pas rendre leurs fusils de plein gré. Le comité de salut public prévoit également de recenser la population et les richesses de la Vendée militaire. Il prévoit également de réquisitionner, je cite, les chevaux, les voitures. Le cultivateur ne devra garder qu'une partie de sa récolte, celle nécessaire à faire vivre sa famille et assurer, je cite encore, l'encensement de la prochaine récolte. Cet arrêté adopte un ton résolument martial et répressif. Confisquer les grains des paysans vendéens, désarmer les villages, alors même que les combats continuent, user encore du département vengé ci-devant Vendée, qui marque du sceau de l'infamie plusieurs districts de l'ouest de la France, la proclamation de la pacification, comme est son titre, porte bien mal son nom. Mais ce premier texte, avec toutes ses limites, comporte de riches enseignements pour l'historien. D'abord, il s'adresse avant tout à l'armée, qui doit retrouver une discipline militaire. C'est-à-dire que le comité de salut public, et par lui la Convention nationale, sont en train de dénoncer les excès soldatesques, le manque de discipline. Ensuite, la République modifie son vocabulaire pour désigner la population vendéenne. Pour la première fois depuis les débuts de l'insurrection, les autorités civiles républicaines emploient le vocable, et je cite, d'individus, de chefs de famille, de cultivateurs, de particuliers, de familles, distingués des brigands, et réhumanisant en quelque sorte la population vendéenne. Les Vendéens, qui étaient jusqu'alors considérés comme des hors-la-loi, voire animalisés, comme j'ai pu le montrer dans mon livre sur les colonnes infernales, réintègrent le corps social dont ils étaient exclus depuis mars 1793. Suivent les textes de décembre, le 2 décembre, et de février, le 17 février, avec le texte de Lagenais, qui sont plus connus, je ne les aborderai pas. Enfin, le texte de Saint-Florent, dont vous avez ici la première page, qui suit la même forme que Lagenais. 5 arrêtés, 18 articles. Il s'introduit sur la liberté de culte, l'oubli du passé et l'exemption de la conscription pour les jeunes appelés à rester, je cite, dans la Vendée, rétablir l'agriculture et faire fleurir le commerce. Il répond ainsi aux principales revendications qui ont conduit les départements de l'ouest de la France à l'insurrection de mars 1793. S'ensuivent quelques dispositions matérielles concernant les secours aux réfugiés. 5 articles sur 18 portent sur cette question. Les droits au fermage, le remboursement des bons émis par les chefs vendéens, théoriquement remboursés, je cite, jusqu'à concurrence de 2 millions. De mai à décembre 1794, de février à mai 1795, 4 textes montrent l'évolution de la pensée républicaine sur la paix souhaitée en Vendée militaire. Le premier, le plus musclé, tente non pas de régler le conflit, mais de l'apaiser et de dessiner les contours de ce que Vendéens et républicains pourraient être capables d'accepter après 1 an et demi de combat. Il s'inscrit dans une démarche intuitive de la construction de la paix, même si, pour ce premier coup d'essai, la barre est mise très haut. Aucun des 20 articles n'est acceptable en l'état. La République prend la posture du vainqueur qui dicte ses conditions aux vaincus, même si sur le terrain, la réalité est nettement plus nuancée. Elle estime qu'elle n'a donc pas à négocier avec les protagonistes. Le dernier traité est plus soigné dans sa forme. Il accorde davantage de, je cite, privilèges aux Vendéens en contrepartie de leur soumission. En Vendée, la fabrique de la paix pose toutefois problème. Aucun des 4 textes n'est à proprement parler un traité de paix classique régulant des relations d'État à État. Ils s'inscrivent dans une guerre civile particulièrement atroce, et comme l'a montré Jean-Claude Caron,
on ne signe pas de traité de paix avec le frère vaincu. Il n'est pas question que la République reconnaisse des droits étatiques aux insurgés de l'Ouest. Les chefs vendéens ne signent donc pas ces paix. Une fois ces paix signées, encore faut-il les diffuser sur le terrain. Alors, à propos de signature, vous avez ici la signature, et vous le voyez bien sur cette illustration de Caron, on ne signe pas avec le frère vaincu. Les frères vaincus, c'est-à-dire les Vendéens, sont à l'arrière, et ceux qui signent au traité de la Genève, ce sont les républicains. Alors on va diffuser ces textes de différentes manières. D'abord, on va appeler ça faire la campagne de la Vendée, c'est-à-dire à partir de mai 1794, mais surtout décembre 1794, on va parler de la campagne de la Vendée. Ce n'est plus la guerre, c'est la campagne de pacification. Alors évidemment, ceux qui doivent diffuser ces textes, eh bien, ils sont exposés parfois au danger. On le voit pour les représentants du peuple, parfois escortés par une petite escorte. Ils subissent souvent, régulièrement, des fusillades. Parfois, ils déplorent même la mort de soldats de l'avant-garde ou de l'arrière-garde, bien sûr. Une fois dans les villages, ces représentants du peuple, si je prends ma focale, si je mets ma focale sur ces représentants du peuple, rencontrent des femmes, des enfants, leur distribuent des secours. Si possible, ils repèrent des notables coopératifs chargés de diffuser la pacification auprès des concitoyens. La tâche n'est pas aisée car le premier réflexe de la population, on doit bien s'en douter, est de fuir devant les représentants du peuple, souvent escortés, comme je l'ai dit, par l'armée. Mais les représentants du peuple veulent insister plutôt sur le bon accueil. Ils serrent des mains, ils répondent aux invitations à se rafraîchir, je cite. Ils répondent à des questions précises sur la pacification. Ils demandent aux habitants qui portent la cocarde blanche de l'ôter ce que font ces habitants. Ils disent aussi recevoir, et je cite, des témoignages d'affection. L'ensemble de ces manœuvres politiques est étonnamment novateur. Il se rattache à une sorte de tactique contre-insurrectionnelle que l'on verra plus tard en d'autres lieux ou à d'autres époques. Traditionnellement, la paix se crie et se sonne. En effet, les cloches jouent un rôle primordial pour propager les nouvelles dans cette France d'Ancien Régime. Pas en Vendée, et de la République évidemment, mais pas en Vendée militaire depuis la fermeture des églises. Les républicains semblent avoir trouvé des parades pour diffuser les offres de pacification, les affiches d'abord, et on en a une bonne partie au service historique de la Défense, des annonces avec tambour, des déclamations officielles. La signature du traité de paix de Saint-Florent en mai 1795 est l'occasion d'innover et d'utiliser un moyen de diffusion exceptionnel, le canon. On a tous pensé, les républicains ont tous pensé que c'était une excellente idée pour une raison très simple, puisque sur la Loire, il y avait des canonnières qui relayaient par coups de canon cette signature. Et on estimait qu'en fait, en 7 minutes, on savait que le traité de la Genève avait été signé entre Nantes et Angers. Sauf que dans un pays ravagé par la guerre civile, les canons et les tambours rappelaient trop de douloureux souvenirs à une population civile traumatisée, et on s'est bien gardé de réutiliser le canon pour ce qui était du traité de Saint-Florent. En plus, c'était dans une autre tonalité. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que petit à petit, ce que j'ai pu voir dans les archives, c'est que les entrées de village vont être repensées au fur et à mesure de ces rencontres. Le représentant du peuple se met à la tête d'un tout petit détachement militaire. Souvent, il arrive tout seul pour prévenir les habitants sur l'arrivée des troupes, je cite, et leur dire de ne pas fuir, les inviter à la paix. Et puis, ce qui m'a véritablement surprise, qui a été pour moi un grand moment dans les archives de Vincennes, c'est les premières rencontres initiées sur la Loire. On voit des mariniers, et dont le fameux commandant François, des mariniers qui, à l'aide de leurs canonnières, descendent la Loire et essaient d'appeler les Vendéens qui sont sur la rive. Des mariniers qui restent toujours sur le qui-vive, vous devez bien vous en douter. Ils font preuve de beaucoup de prudence.
Et parfois, évidemment, des berges, ils reçoivent insultes, moqueries, souvent des coups de fusil, ou bien devant des ennemis qui sont toujours invisibles. Mais parfois aussi, on voit des Vendéens qui prennent l'initiative des rendez-vous, qui appellent les mariniers depuis un bord de Loire. Et une fois les premiers échanges établis, par la voix, on le voit très bien, hein, c'est dit de façon très claire par les Républicains, eh bien les Républicains mettent une chaloupe, un futreau, une toux à l'eau, et les rencontres se font sur les berges. Les Républicains quittent alors la sécurité de la canonnière, et les Vendéens s'exposent eux aussi en quittant les abris des rives. Et il semblerait que d'un commun accord, certainement pour se jauger les uns des autres, les pourparlers aient été initiés par très peu d'hommes. Ici, quelques républicains sans armes qui débarquent à terre et, je cite, un nombre égal de révoltés se sont approchés du bord sans armes. Là, ce sont deux citoyens, sous l'autorité du commandant en chef François, qui rencontrent sur le bord de la Loire un chef, qui s'appelle Viaud, du Lauroux, sans armes, ainsi que nous. Rien n'a été négocié en amont sur le désarmement des protagonistes ou bien sur une délégation en nombre similaire de part et d'autre. Les groupes se renforcent ensuite, 50 à 60 royalistes, je cite, rejoignent les premiers noyaux initiaux. Parfois, les rencontres sont très chaleureuses et se terminent par des accolades, des embrassades. Dubois, le chef du 3e bataillon de Maine-et-Loire, emporté par son admiration pour les Vendéens, on m'avait peint des rebelles de ce pays comme des tigres qu'il était impossible d'apprivoiser. Il fait un récit dithyrambique de son entrevue avec les combattants vendéens. L'humanisation de l'adversaire d'hier réapparaît en Vendée. On se quitte souvent par des cris « Vive la République !» Ici, vous l'avez, hein. Vive la République, vive la fraternité, vive la paix. L'un d'eux, par habitude autrement, laissa échapper le cri de « Vive le roi !» Le chef l'interrompit en lui disant « Plus de vive le roi, mais vive la République !» Alors évidemment, hein, c'est un récit fait par les Républicains sur cette rencontre, et bien sûr un récit qu'on veut relayer jusqu'au comité de salut public. Vous êtes bien avec moi dans ma démarche méthodologique. Hein. Je ne suis pas en train de décrire, je suis en train de vous dire ce que les Républicains voudraient retenir de ces échanges. Alors, deuxième point maintenant, les effets sociétaux de la pacification sur la Vendée. Je ne vais en traiter que quelques-uns parce que même mon livre n'aborde que... Enfin, je suis une grande frustrée devant vous, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire encore sur cette pacification. La première chose que j'aimerais souligner devant vous, c'est l'entre-soi économique, c'est-à-dire que destruction et incendie se sont succédés dans cette Vendée militaire. Les Républicains essaient de dessiner la carte des districts qui ont le plus souffert par les colonnes infernales ou par la guerre. Il semblerait que les districts de Cholet, de Saint-Florent-le-Vieil, de Viers, de Mortagne soient régulièrement cités par les Républicains. On le sait, hein, Saint-Florent-le-Vieil, par exemple, si je ne prends que ce district-là, des familles peuvent avoir tout perdu. Elles sont contraintes de vivre à plusieurs dans une misérable maison en partie détruite, et les Républicains de décrire ce qui reste de ces métairies ou de ces maisons, et ils soulignent à la Convention nationale que parfois seul un pan de mur, même calciné, encore debout, permet à des familles, à des métayers, d'adosser de mauvaises toiles, je cite, pour se prémunir des intempéries. Malgré la guerre, pourtant, les campagnes vendéennes, sous la plume des Républicains, semblent toujours aussi fécondes. En septembre 1794, les représentants du peuple, Dornier, Guyardin, Bézard et Auger, estiment que cette contrée nourrit une quantité immense de bestiaux. Elle est couverte, je cite encore, de grains et de fourrages capables d'alimenter l'armée de l'Ouest pour un an. Vous voyez, les Républicains ont toujours cette espèce d'obsession pour eux-mêmes et pour leur armée, évidemment. Les Républicains n'en reviennent pas de l'état des campagnes, surtout au moment des moissons, comme le suggère cette observation de, entre guillemets, brigands occupés à la moisson, vous le voyez, plus qu'à la guerre.
Le représentant du peuple beau se fend même d'un commentaire ému devant, et je cite encore, ce spectacle vraiment attendrissant. Derrière ces constatations rassurantes sur l'état d'esprit des habitants au travail, les productions céréalières sont l'objet de toutes les attentions, comme le montrent les occurrences du mot grain dans les rapports républicains dans le service historique de la Défense. En décembre 1794, encore, tout est ensemencé, je cite, c'est dire le dynamisme agricole de la région, mais surtout, ce que je retiendrai, c'est le pari sur l'avenir que font les paysans de l'Ouest, capables d'ensemencer les blés d'hiver dans un contexte de crise et de crime aussi. Ils anticipent sur les récoltes qui ne se feront que l'été suivant, puisque les blés d'hiver, c'est la production la plus longue à faire pour les paysans français. Le pari semble gagné, puisque en 1795, Hoche reconnaît que, et je cite, « la Vendée, malgré tous ses malheurs, est encore le département de la République le plus abondamment fourni en grains. » Elle est ce grenier à blé, tant convoité durant la guerre civile, même si les réserves de grains ne sont pas aussi considérables que veulent le croire les républicains, trompés par leur réquisition forcée sur, entre guillemets, l'ennemi. L'autre secteur économique de la Vendée militaire est la production d'étoiles, en particulier par les manufactures de Cholet. Cette proto-industrie, jointe au commerce des bœufs, anime tout un réseau de foires et de marchés. Ainsi, grains, bovins, textiles sont les atouts pour le retour à une certaine prospérité économique. La guerre civile a incontestablement ralenti cette activité économique, mais le capital productif subsiste, ou en tout cas semble subsister, et demander qu'à repartir. L'Agence nationale du Val, implantée à Saint-Florent-le-Vieil, sait que les matières étrangères, telles que le coton, l'indigo et, je le cite, autres choses nécessaires à la teinture, ne sont plus accessibles. De toute manière, selon lui, peu d'ouvriers des manufactures choltaises sont restés sur place, la plupart ayant trouvé des places dans les manufactures Mancel, récemment créées pour pallier la disparition du centre choletais. Pourtant, en février 1795, Duval reconnaît finalement que, je cite, « les rebelles ont continué à faire des toiles et des mouchoirs ». Il est remarquable qu'au cœur même du pays insurgé subsiste une activité manufacturière nécessitant bâtiments, machines et ouvriers spécialisés. C'est le signe que les Vendéens ont réussi, malgré la guerre civile, à maintenir de petits ateliers. On sait que dès juin 1794, alors même, je le répète, que la région est à l'aube de la pacification, mais encore dans la guerre, les foires et les marchés se tiennent à nouveau. Le président du tribunal de Saint-Florent-le-Vieil se réjouit de la venue de plusieurs milliers de Vendéens à la foire de Saint-Florent, qui se tient pour la première fois depuis le début de la guerre de Vendée. L'affluence retrouvée est un bon indicateur des relations renouées avec les républicains, du moins c'est ainsi qu'on veut le lire, et la population civile y vient avec un air d'amitié et de désir de paix. De même, la foire de Chalonne se tient de nouveau après 3 ans d'interruption. Les marchés de la Pommeraye reprennent leur cours. Les représentants du peuple constatent également la reprise économique autour de Nantes, où les marchés, depuis la pacification, je cite, se garnissent à vue d'œil. Cependant, ce ne sera pas aussi facile que l'on croit en juin 1795, c'est-à-dire 1 an après la constatation à Saint-Florent-le-Vieil de la reprise des foires et des marchés. Eh bien, le Conseil avoue qu'il ne peut sortir aucune denrée. Il y a des foires et des marchés qui ne sont composés que de rebelles vendéens. Aucun citoyen, ni réfugié, n'y est admis. Les rebelles ne commercent qu'entre eux. C'est cet entre-soi vendéen que j'avais déjà mis en évidence lors de ma thèse. Le deuxième aspect que j'aimerais traiter avec vous, c'est sur la société, en particulier, juste sur les mariages et sur les enfants. Et il y a un changement matrimonial qui est considérable. Il suffit de lire, si vous êtes allé dans les registres paroissiaux et registres d'état civil, vous avez pu le voir, effectivement, il y a une reprise de la nuptialité
qui est assez spectaculaire, surtout si on a la chance d'avoir la tenue de registre paroissial par le curé réfractaire durant la guerre de Vendée. Par exemple, on connaît très bien les papiers du curé Marchais, qui est resté dans sa paroisse, la chapelle du Genêt. En 1794, il ne mentionne qu'un seul mariage, c'est l'année marquée par les colonnes infernales, je vous le rappelle. Mais 13 mariages en 1795 et 12 en 1796, soit 22 mariages en 2 ans. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de ce village maugeois. La reprise de la nuptialité est telle que même les militaires républicains en prennent conscience. En février 1795, l'aide de camp du général Hédouville témoigne qu'avec la paix de la Jaunais, la plus grande partie des jeunes gens se marient. Dans une seule commune, on a vu 18 ou 20 mariages pendant une semaine. Il lie, avec raison, cette reprise des unions avec la double volonté de croire en la pacification et de tourner la page de la guerre fratricide. Mais s'il y a un pari sur l'avenir, il faut s'interroger sur la nature de ce dernier. Les communautés villageoises se sont soudées au prix d'un rétrécissement des relations matrimoniales et de leur horizon relationnel interrégional, voire intervillageoise. Suite à la guerre de Vendée, dans certains bourgs s'exacerbe, comme le révèlent les unions, une forme d'entre-soi. Les futurs conjoints se choisissent majoritairement au sein de leur commune natale. On se méfie de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un symptôme éclairant de la puissance du traumatisme subi par la guerre de Vendée. Un pays se recroqueville sur lui-même et qui se protège comme il peut. Et les mariages, en cela, en sont un bon témoin. De même, il faut réaménager ou aménager les filiations, reconstruire ces liens de filiation. Le sujet le plus sensible des habitants des cantons insurgés reste les preuves de filiation dans cette société où l'écrit prend de plus en plus d'importance. Or, les archives paroissiales ont subi des dommages souvent irréparables. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé, comme quoi on trouve toujours, dans les archives départementales de Maine-et-Loire, justement des communes début 19e siècle, qui montraient qu'elles ne disposaient d'aucun registre. Tout avait été enterré pendant la guerre de Vendée dans des boîtes en bois, et tout était pourri. Et donc il faut tout recommencer. Or la loi, je ne sais pas si je vous l'ai mis, voilà, la loi exige en fait que pour se marier, il faut des preuves de filiation. Or, dans certains cantons vendéens, on va s'en désoler. Par exemple, ici, en 1798, vous avez ce commissaire du directoire du canton de Vezin qui dit ceci et qui dit tout, en fait. Plusieurs administrés se présentent pour se marier. Donc, vous voyez, voilà, ils vont se marier en 1798. Mais ils ne peuvent pas se procurer d'extraits de mort de leurs parents qui ont passé la Loire lors des guerres de Vendée. Nous sommes obligés, au terme de la loi, de les refuser. Il y aura 5 ans qu'ils sont absents. Ne sont-ils pas censés morts civilement et matériellement en ce bas monde? En ce cas, je crois que nous ne pouvons nous refuser à les enregistrer. En réalité, et c'est ça qui me passionne en 1798 jusqu'en 1800, c'est le rôle des juges de paix. Ces juges de paix ont déjà composé avec la loi et donnent des certificats, certes sans véritable valeur juridique, mais qui permettent malgré tout de régler les questions de filiation, les questions d'héritage aussi, on ne se rend pas compte, mais quand vous rentrez dans les archives de cette époque, vous voyez que c'est un casse-tête pour pouvoir exiger un héritage. La situation d'après-guerre, effectivement, est suffisamment exceptionnelle pour envisager un aménagement de la loi adapté aux circonstances locales de cette société vendéenne. Je terminerai aussi cette partie sur le sort des enfants vendéens. Ça offre un autre angle d'analyse de ce profond changement sociétal opéré au cours de la Révolution française. Je vous rappelle que l'adoption n'existe pas, les orphelinats n'existent pas.
Et donc, les enfants qu'on a trouvés en Vendée, qu'on a raflés en Vendée, on va les mettre dans des hospices. Or, les conditions de vie dans ces hospices sont terribles. Elles étaient terribles sous l'Ancien Régime, et vous devez bien vous douter qu'elles sont tout aussi terribles, et sans doute davantage encore, vous allez le voir, juste à la sortie de la guerre de Vendée. Parce que les autorités départementales vont commencer à s'intéresser à ce problème des hospices, de ces enfants trouvés en Vendée, et elles les décrivent surchargés. Alors là, je me suis surtout intéressée aux hospices angevins, d'Angers. Elles les décrivent surchargés d'enfants naturels de la patrie, d'enfants de réfugiés de la Vendée, entassés, où ils respirent un air contagieux, où souvent, faute de soins de nourriture, ils altèrent leur santé. Certains jeunes blessés horriblement mutilés n'ont guère de chance d'être secourus. Le comité révolutionnaire d'Angers s'en émeut à la fin d'avril 1794. Il estime qu'une douzaine d'enfants sabrés ont été placés aux enfants trouvés sans recevoir de soins médicaux appropriés. Il se scandalise aussi de certains cas, comme celui de Michel Allard, âgé de 20 mois, ramené de la Vendée avec son frère de 3 ans, défigurés tous deux par des coups de sabre. Seul Michel survivra. On estime qu'il serait à peu près 2000, voire 3000, à avoir été pris en Vendée en 1794, mais le dossier reste totalement à ouvrir. Et puis, ce qui m'a frappé, il y a quand même des textes qui ne sont pas faciles, en tant qu'historien, à étudier, je ne vous cache pas. Ce qui m'a frappé aussi dans ces enquêtes administratives, c'est le fait que les agents reconnaissent que ceux qui s'occupent de ces enfants doivent les terroriser parce que ces enfants, finalement, sont complètement prostrés. Et donc, ils demandent, ce sera la seule mesure parce qu'ils n'ont pas les moyens à ce moment-là, ils demandent qu'on traite avec humanité ces petits enfants à Angers. Alors, il y a aussi quelques affaires qui se terminent bien tout de même dans ce chaos. Par exemple, une famille séparée depuis février 1794, c'est-à-dire au moment des colonnes infernales, est réunie plus d'un an après, en avril 1794, grâce à l'adjudant général Savary. Il est en manœuvre dans la campagne entre Nantes et Beaupreau, et il arrive sous les murs d'un petit village, d'un lieu-dit, la Regris-Pierre. Il y trouve à ce moment-là, pendant les colonnes infernales, 2 petites filles renfermées dans des paniers que la frayeur des parents avait fait abandonner. Je cite Savary. Il confie ces bébés à une famille nantaise que Savary connaît bien. Donc heureusement, elles ne sont pas allées dans les hospices. Et quelle ne fut pas sa surprise quand 1 an et demi plus tard, de retour sur les lieux des anciens combats, il apprend par un villageois que les parents, qui sont installés dans un moulin proche des lieux du combat, ont survécu aux colonnes, mais ils restent inconsolables de la perte de leurs 2 petites filles. Et là, je cite Savary, « Ils les retrouveront, remettez ce papier au meunier, dites-lui que ces petites filles se portent bien et qu'il pourra les aller chercher quand il voudra. Adieu, puissions-nous vivre en paix. » Bien sûr, c'est Savary qui parle, l'adjudant général Savary qui parle, mais vous voyez ces billets-là que Savary a gardés dans son ouvrage « Guerre des Vendéens et des Chouans ». Alors, en conclusion, avant d'échanger, la paix suppose qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, qui se reconnaissent comme tels l'un l'autre. Dans le cas de la pacification en Vendée, cette équation n'est sans doute pas évidente. Elle s'apparente plutôt à un jeu à somme nulle. Certes, la République sait qu'à plus ou moins court terme, elle va gagner. Elle a un avantage sur les Vendéens, en disposant du précieux facteur temps et de forces plus grandes, tandis que celles vendéennes s'amenuisent. Elle sait aussi à quel point les populations civiles sont usées par la guerre civile et aspirent à la paix. Elle est cependant lucide quant à la réalité de son emprise sur le terrain vendéen. Des zones, comme celle où on est, ou bien les zones de Vezin, au cœur du bocage, constituent des fiefs quasiment impossibles à investir durablement. Deuxième élément, la pacification, ça n'est certainement pas la paix, vous m'aurez suivi. Sortir de la guerre
n'est ni aisée ni automatique, et a fortiori de la guerre civile. Chaque camp doit y trouver son intérêt. Je n'ai pas dit grand-chose de la pacification religieuse, or c'est pourtant pour moi l'essentiel de mon livre, ni même de la conscription qui ne concerne plus les jeunes gens de la Vendée. Il y a comme un aménagement, une sorte de contrat social particulier pour les Vendéens. Je n'ai rien dit non plus des violences qui continuent, des pillages et des viols qui sont de plus en plus dénoncés, ni même des mésententes entre républicains ou des mésententes entre Vendéens, ne l'oublions pas. Pour autant, est-ce beaucoup de bruit pour rien, comme le pensait Mazarin au lendemain de la Fronde? Beaucoup de sang versé pour un compromis qui n'a pas pu avoir lieu sans guerre civile, mais qui s'impose finalement à tous en 1796. Est-ce une paix au rabais pour les républicains comme pour les Vendéens? Auvinet, l'ex-secrétaire de Charette, parlait même d'une paix plâtrée, c'est-à-dire en trompe-l'œil pour les Vendéens. A contrario de ce que l'historiographie retient traditionnellement de cette affaire, nous considérons que la pacification n'est ni un échec, ni un marché de dupes entre républicains et Vendéens. Après 3 ans de conflit, les républicains ont pris la mesure de l'engagement de la Vendée et l'analyse comme une sorte de guerre de religion chez les Vendéens. Il faut donc en sortir par une paix de religion. La République promulgue ainsi la liberté des cultes qui fait de la Vendée militaire un particularisme local et politique concédé par la République qui, je vous le rappelle, quelques jours plus tard, proclamera la liberté aussi de religion. Le vivre ensemble ne se décrète pas plus que la concorde nationale. Pour autant, un ordre fragile s'installe en Vendée militaire, bon an, mal an, réduit au plus petit dénominateur commun, et donc efficient car acceptable par tous. Comme pour les colonnes infernales, je suis persuadée que la pacification est un sujet presque sans fin. Pour illustration, il reste à traiter celle du début du XIXe siècle à partir des sources républicaines, mais aussi vendéennes, parce que les Vendéens écrivent beaucoup, vous le savez, une fois la guerre civile terminée. Ce serait aussi un moyen de mesurer davantage encore l'épaisseur du traumatisme des civils après une guerre civile. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Une question qui est plus une interrogation. Dans un des textes cités, on parle des enfants naturels de la patrie. Moi, je comprends les enfants des femmes violées. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Et la deuxième chose, est-ce qu'on est capable d'estimer quel pourcentage des femmes ont été violées, sachant qu'évidemment, ces femmes violées et ces enfants issus du viol portent une honte terrible à ces femmes, voire même à ces enfants, voire à ces familles. Et donc elles ont eu des conséquences aussi terribles dans l'impossibilité globale du deuil de la Vendée. Enfin, ma question c'est, au premier plan, est-ce que les enfants naturels sont effectivement, dans son esprit, à votre avis, les enfants des viols? Alors, la question des viols, elle suit une chronologie chez les Républicains. Alors, je rappelle, en cette journée des femmes, eh oui, le viol n'était pas un crime, bien au contraire. J'ai en tête une affaire, si vous connaissez la Vendée, vous connaissez ce triste personnage qui est le général Huchet, alors qui n'est pas connu pour avoir retenu son sabre sur la tête des Vendéens, puisque Huchet, c'est celui qui commet l'un des derniers grands massacres en juillet 1794 en Vendée. Huchet, par exemple, a été mis en difficulté par sa troupe parce qu'il a fait condamner à mort un de ses soldats qui avait violé des Vendéennes. Et ces hommes vont envoyer une pétition au
auprès de la Convention nationale pour protester contre cet abus d'autorité, parce que la loi n'envisage absolument pas une telle peine, et donc pour défendre le camarade contre Huchet, ces soldats vont faire une pétition. Vous voyez dans quel état on raisonne. Le viol, c'est une chronologie particulièrement difficile pour l'historien à instaurer si on s'arrête en 94, c'est-à-dire au moment des colonnes infernales, là où on sait qu'effectivement les soldats agissent en toute impunité. On n'en parle quasiment pas pendant les colonnes infernales. En fait, toutes les affaires de viol, et entre autres ce genre de sources sur les femmes violées dont on reçoit le témoignage, ça n'est qu'à partir de septembre 1794, c'est-à-dire ce moment post-thermidorien qui permet que les affaires qui ont été de viol, par exemple, qui ont été commises par les colonnes infernales, ressortent. Alors, je vous dis simplement, ça ressort comme témoignage devant les autorités angevines, par exemple, qui prennent le témoignage, et puis c'est tout. Il n'y a évidemment pas de poursuite, mais c'est vrai aussi pour d'autres dénonciations de crimes, par exemple, après post-thermidor. Il n'y a jamais eu d'études sur les enfants nés de ces viols, sur ces femmes, sur la vie quotidienne de ces femmes. En général, il y a une chape de silence dans les villages. Donc pour l'historien qui travaille à partir des archives, c'est difficile de retracer le destin de ces femmes qui n'en parlent souvent pas du tout. Ça n'est que par les archives républicaines que j'ai pu suivre cette chronologie heurtée, et encore de façon très sporadique. Je peux avoir le début de l'affaire, mais je n'ai quasiment jamais la fin de l'affaire. Donc pour répondre à votre question, oui, bien sûr, on était conscient qu'il y avait des enfants qui allaient être abandonnés, ou des enfants naturels de la patrie qui pouvaient être pas du tout liés au viol, tous ces enfants qu'on ramenait des colonnes, soit qu'on les prenait dans les familles, pour qui, pourquoi, certaines troupes vont les sabrer, vont les tuer, d'autres vont les récupérer. Les mêmes troupes engagées dans ces colonnes infernales vont un jour les tuer, le lendemain les prendre. Vous voyez, certains vont les mettre à l'arrière dans des hospices, sans savoir quelles sont les conditions de vie de ces enfants, naturels ou pas, récupérés. Je vous rappelle aussi, alors c'est David d'Angers qui a certainement beaucoup revu et corrigé sa vie, mais dans ses mémoires, il raconte que son père l'emmène sur les combats. On a des témoignages, alors à Vincennes, je n'ai jamais trouvé d'archives parlant de cela, mais on a des témoignages de soldats républicains qui emmènent sur leur dos, dans des boîtes, disent-ils, leurs enfants, les placent à l'orée du champ de bataille, combattent et puis les récupèrent. David dit d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé avec son père, et son père l'a perdu, l'a confié, après moult rebondissements, il se retrouve après Saint-Florent-le-Vieil. Donc il peut y avoir tous ces enfants qu'on récupère et qu'on emmène à l'arrière, et dont on s'occupe fort mal, ça c'est certain. Il faudra vraiment attendre le moment où on mettra des moyens, on débloquera des moyens pour les nourrices, pour les hospices. Il faut vous dire que les hospices vivent avec un budget misérable. Les nourrices qui récupèrent ces petits, eh bien, elles ont la promesse d'être payées, puis en fait, elles ne sont pas payées pendant un an. Au bout d'un moment, elles décident de laisser les enfants. Donc vous imaginez ces enfants qui ont 2-3 ans et qui sont de nouveau abandonnés. Je ne sais pas si c'est le vent de l'histoire au-dessus de ma tête, mais il y a des bruits, j'éteins. Mais vous voyez, effectivement, c'est des destins qui sont difficiles à suivre du début jusqu'à la fin. Alors les viols, vous voyez, on en est au tout début, je pense. C'est une question difficile. On parle des enfants qui ont été mis en prison, dans un camp à Meaux, près de Nantes. Et alors ces enfants avaient été faits prisonniers un peu partout. Les soldats les ramassaient, et les enfants c'est intenable. Ils ont faim, ça crie, ça pleure. La République ne savait pas qu'en faire. Et alors, d'après ce que j'ai lu, ils ont demandé des ordres à Nantes, et on a décidé de les fusiller tous.
Et alors il y a un officier qui a dit non, il ne faut pas faire ça. Il a voulu aller. Les enfants, quand ils ont vu ça, se sont accrochés à lui. Et finalement, il a été fusillé en même temps que les enfants. Mais pour les viols, il ne peut pas y avoir d'enfants nés de viol avant 95, enfin à peu près. Donc c'est des enfants très jeunes, à mon avis, ont tué les femmes après les avoir violées. Oui, alors c'est un témoignage terrible hein, de Baudesson, qui est aussi un témoignage intéressé, mais pour autant un témoignage terrible. Il montre bien qu'effectivement ces femmes sont, et je le cite, mises en réquisition, c'est-à-dire elles sont violées, après elles sont tuées. Tous les cas de figure étaient possibles. C'est ça en fait dans cette guerre civile. Vous rentrez dans ces archives, et Dieu sait si j'en ai lu de ces archives pour les colonnes infernales comme pour la pacification. On voit alors là on est confronté à toute la richesse de l'âme humaine, et en même temps la faiblesse de l'âme humaine, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ça m'est arrivé pour les colonnes infernales de suivre des colonnes et de voir qu'effectivement des hommes, là je reprends un autre exemple lié à Huchet, puisque ça va être à la limite l'illustration probante me semble-t-il, où il est donc de village en village, il passe de village en village, il massacre les populations, et puis lui reste parfois des enfants qui ne sont pas massacrés. Et je me souviens d'un moment où il demande, il exige, il ordonne à 2 de ces hommes de fusiller les petites filles, et ces hommes ne veulent pas. Et vous avez, c'est ça qui est aussi à la fois d'une richesse extraordinaire pour l'historien, mais également des archives qui peuvent vous arrêter. Les républicains racontent tout. Et dans le détail, effectivement, on voit le moment où ces hommes ne veulent pas tuer ces enfants parce qu'ils n'en sont pas capables. Alors ils les expliquent, hein, on ne sait pas faire, les autres sauront mieux, enfin c'est acquis. Et au final, ils sont obligés de fusiller ces enfants devant la troupe. Et l'autre cas, à quelques jours près, c'est une femme qui a été violée, que les soldats doivent fusiller. Mais là, cette fois, et c'est encore Huchet d'ailleurs, et là, cette fois, les soldats restent avec la femme, les troupes s'en vont, et ils ne fusillent pas la femme. Parce que justement, il n'y a plus la troupe, et pas que cela d'ailleurs, certainement, hein, chez ces hommes, mais il n'y a plus la troupe, et donc on ne fusille pas cette femme qui va témoigner après coup. C'est là où la guerre de Vendée, les colonnes infernales sont intéressantes à étudier, comme je l'ai fait à l'heure près, au jour près, mais si on peut aussi aller beaucoup plus loin dans la période post-thermidorienne, à partir de septembre 1794, où vous avez, à quelques mois près, un retour en arrière, vous retournez vers les colonnes et vous exprimez toutes ces affaires, tous ces faits divers. L'historien est un peu moins démuni s'il arrive à tricoter entre février 1794 et septembre 1794. Mais on ne peut pas le faire toujours. Mais oui, je comprends bien votre réaction et votre remarque sur Mauve. Au jour d'aujourd'hui, ce n'a toujours pas été reconnu comme un génocide. Non. Aujourd'hui... Non, la loi mémorielle, les lois mémorielles, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup. Alors la dernière en date, me semble-t-il, c'est celle de Taubira sur la traite des Noirs, qui a été adoptée dans les années, alors là je ne sais plus trop, 2005 je crois, qui a été très controversée dans le milieu des historiens, parce que les lois mémorielles, c'est difficile à faire appliquer, il y a intérêt à bien l'écrire surtout. Non, donc il n'y a pas de loi mémorielle autour de la Vendée. Oui, il n'y a pas de loi mémorielle, mais il y a tout de même le livre de Jacques Villemain, que vous connaissez bien entendu, qui a l'opposé de certains qui ont ouvert cette boîte de Pandore, est juriste et a analysé la guerre de Vendée à l'aune de la loi telle qu'il l'aurait faite s'il avait eu à juger les guerres de Vendée au tribunal pénal international.
Et lui dit clairement, si nous avions jugé avec la définition du génocide de la fin des années 90, pas celle de 47, on aurait conclu à un génocide pour la période des guerres infernales. Des colonnes infernales. Donc il n'y a pas de reconnaissance officielle, mais il y a clairement, juridiquement, l'affirmation que ça a été un génocide. Moi, ce qui m'intéressait, alors c'est vrai que c'est pas très gai hein, comme sujet, j'en suis bien consciente. Ce qui m'intéressait, moi, dans les colonnes, et la pacification aussi, c'était mais je vais passer à autre chose, hein, je vous promets que je vais arrêter avec ça, mais c'était de démonter le système. Alors c'était une position qui n'est pas facile, hein, puisque on se place vraiment dans l'œil du cyclone. Hein, c'est les bourreaux qu'on va étudier, parce que ce sont eux qui étudient, ce sont eux qui étudient, non, qui écrivent beaucoup et qui écrivent très bien. Sans filtre, comme je vous le disais. C'était de démonter ce système, de montrer comment on en rendait compte, comment on se représentait la guerre qu'on était en train de faire. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi à démonter tout le système, mais c'était ce qui m'intéressait dans ces colonnes infernales. C'était véritablement d'aller au cœur de ce système. Alors, voilà, c'était mes propos. Le reste, finalement... est intéressant, mais vous voyez, c'est par la micro-histoire, je voulais savoir comment on peut, est-ce qu'on raconte la guerre civile, est-ce qu'on raconte la guerre fratricide. Voilà. Et c'est, je pense, une question que je laisse en suspens aussi. Hein. J'ai apporté des éléments de réponse dans ce que j'ai démonté comme système, mais je laisse beaucoup de questions en suspens, et puis j'ai beaucoup de frustration encore. Hein. Il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Il y a des archives qu'on n'a jamais étudiées. Par exemple, à Vincennes, à la fin, ils finissaient par bien me connaître, donc je devais aussi y lasser. Ils me mettaient dans une salle à part, avec photocopieuse, machine à café. Vous imaginez le luxe pour un chercheur, avoir une machine à café à ses côtés, avec des papiers du XVIIIe siècle quand même. Et puis, parfois, je demandais des cotes d'une semaine sur l'autre, donc c'était la semaine entière de cotes. C'est-à-dire, vous arriviez le lundi matin et vous aviez tous vos cartons et la salle vous appartenait. Et parfois, il se trompait un peu de cotes, ou ils m'en donnaient un peu plus en se disant, c'est vrai que bon, elle va vite, alors on ne sait jamais. Et ça leur est arrivé aux agents du service historique de Vincennes de m'apporter des cotes qui étaient sur la chouannerie. Et vous imaginez le bonheur d'une historienne qui fouille, c'est presque frénétique, à la fois sur la Vendée militaire et sur la chouannerie, c'était la Loire, et des archives que je n'avais jamais lues, que je n'ai jamais vues citées. Donc grande frustration en me disant, mais il faudrait aussi... pas tricoter un point à l'endroit, un point à l'envers entre la Vendée, la chouannerie, continuer ce chantier qui a été bien commencé, c'est pas le problème, on connaît bien, mais reprendre ce dossier, oui, ça c'est... Enfin, je ne le ferai pas. J'arrête là. En tant qu'historien, comment on fait pour savoir si un témoignage écrit est plus ou moins fiable? Parce que je suppose que tous les témoignages, il y en a où on va rajouter des informations qui sont forcément vraies. Comment vous faites pour gérer ça? Le travail d'historien sur ces archives, c'est de tendre effectivement à trier le bon grain de livret, si on peut. Alors, il y a plusieurs façons. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps pour travailler. J'ai dû travailler peut-être 9 ans à Vincennes. Et vous finissez, quand vous accumulez plusieurs milliers de sources et quand vous suivez comme ça au jour le jour les généraux de colonne, les officiers, les soldats, vous finissez par bien les connaître, le style, la méthode aussi,
les destinataires. En fait, on fait du b.a.-ba méthodologique, ce qu'on enseigne en première année d'histoire, c'est-à-dire le destinataire, l'auteur, le contexte, la nature du document. Est-ce qu'on peut, avec d'autres documents, vérifier les faits? Si oui, très bien. Sinon, est-ce qu'on doit écarter forcément un document qui vous paraît suspect? Ben non, parce que la suspicion en dit aussi long sur la guerre qu'on est en train d'étudier. Donc c'est beaucoup de patience et puis aussi beaucoup d'humilité, parce qu'il y a des fois, effectivement, on ne sait pas, et il faut le dire, il faut l'écrire, il faut dire oh, ben, cette source m'intéresse, mais voilà, je ne suis pas en mesure, par exemple, de totalement tout vérifier. Et est-ce que c'est mon rôle véritablement? Quand je dis oui, autrement, il faut au maximum montrer les prudences de l'historien, de la lecture du texte. Mais c'est passionnant parce que, en fait, les premières années, les licences, première année, quand on leur fait des cours de méthodologie, ils ne se rendent pas compte à quel point nous-mêmes, on est exactement dans les mêmes affres méthodologiques qu'eux. Donc je le répète, à chaque fois, ils ont du mal à me croire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut prendre le b.a.-ba. Et le contexte est très important, c'est-à-dire les témoignages que je vais récupérer dans les archives en septembre 1794, eh bien, je sais que c'est ce contexte-là qui pèse. Je vous donne un exemple très précis qui m'a fait grandir aussi, je crois, pour cette question. C'est l'affaire des potanées humaines. J'en ai fait un article et au départ, en fait, c'est très simple, soit ça a existé, soit ça n'a pas existé. Bon, je me suis dit, bon, soit ça a existé, soit ça n'a pas existé, mais on va aller voir les archives, est-ce qu'il y en a, est-ce que Péquel a existé, est-ce que son bataillon était sur place? Vous voyez, on commence, c'est une vraie enquête policière, on commence par des questions toutes bêtes. Bataillon des Ardennes, alors il existe? Ah oui, il existe. Alors il était en Anjou? Ah oui. Et il était en Anjou dans les dates? Ah oui. Et Péquel, est-ce que je peux me débrouiller pour savoir si oui ou non il était là? Oui, il était là. Bon, et petit à petit. Et puis, vous dites, ah bah oui, mais alors cette affaire, pourquoi elle sort en septembre, octobre 1794? Ah bah parce qu'il y a des notables des Poncé qui commencent à dénoncer les petits camarades. Et pourquoi ils dénoncent les petits camarades? Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le processus de la répression de 93. Et je me suis rendu compte, en fait, avec cet article-là, que ce qui se jouait, les potanées humaines des Vendéens, bon, c'était une question périphérique, pardonnez-moi si je vous choque, mais en fait, c'était une question de notables. Et les notables essayaient sur place de sauver leur poste, ou en tout cas de se faire une virginité politique. Et donc l'affaire des potanées humaines, c'était ça. Et si je n'avais pas fait attention au texte, eh bien, effectivement, je n'aurais peut-être pas conclu que oui, il y a bien eu un Péquel du bataillon des Ardennes qui a stationné durant l'affaire des Poncé, qui a sans doute, chez un tanneur que j'ai retrouvé, commencé, initié une expérience morbide, et il n'a pas pu la terminer. Voilà. C'est une illustration, mais ça a été... pas formateur, mais ça a été probant pour moi, oui, la méthode à ce moment-là. Voilà, j'espère vous avoir répondu. Et Charette dans tout ça, il était pour la pacification ou... Alors Charette, j'ai presque envie de dire, Charette sans Stofflet, ça n'a pas de... Ça a moins de sens pour moi. Mais Charette, c'est lui le premier. Février 1795, la paix de la Journée, et puis tout ce qui s'ensuit de festivités. Charette, il va formidablement jouer sur cette pacification en février, et c'est lui qui va reprendre les combats de la même manière qu'il avait attaqué le camp des Sorinières. Il attaque le premier les Essarts, et puis ce qui m'a intéressé, c'est la réaction de Bernier et de Stofflet face à la reprise de la guerre. Stofflet étant le dernier à signer, puisqu'il ne signe pas la paix, vous avez compris, à être convié à la paix de Saint-Florent.
Pour les républicains, c'est Charette, point barre. C'est-à-dire, les républicains, février 1795, c'est une fête. Et les républicains, mai 1795 à Saint-Florent, c'est un peu plus terne. D'abord, Stofflet n'a pas la même personnalité que Charette. Et les républicains ne lui font pas la même fête. Hein. C'est beaucoup plus... Ça y est, c'est facile, c'est fait. Charette a signé, toute la Vendée va de toute façon rentrer dans le rang. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est-à-dire, moi, ce qui m'a intéressé dans vos livres, c'est l'attitude des républicains vis-à-vis de Charette et vis-à-vis de Stofflet. Et on voit qu'il y a une différence. Mais finalement, de la même manière qu'il y aura une différence pour Louis XVIII. Charette et Stofflet ne sont pas logés à la même enseigne chez Louis XVIII. Merci beaucoup de votre attention. Il n'y a pas d'autres questions. Nous remercions à nouveau Anne Roland-Boulestreau pour son